Bonjour, nous reprendrons donc tout de suite. Et cet après-midi, c'est pour écouter, donc nous avons 5 communications, et c'est pour écouter, pour commencer, Bertrand Tillier, qui est historien de l'art, professeur à l'Université de Bourgogne, et qui a beaucoup publié sur la période qui nous intéresse, notamment sur la caricature, également sur Courbet, et qui a aussi fait une introduction à une édition des Français peints par eux-mêmes. Je ne sais plus pourquoi je lui ai demandé de parler de Jules Janin, mais je sais que personne n'a encore parlé de Jules Janin, ni dans le cadre du séminaire, ni dans le cadre de ce colloque, et que une communication sur Jules Janin s'imposait. Alors j'ai dû lui ordonner de parler de Jules Janin. En tout cas, peut-être que lui se souvient, j'espère, pourquoi il doit parler de Jules Janin. Bien, alors je ne vais pas dévoiler les teneurs des mails que nous avons échangés, mais en effet, à un moment, vous m'avez proposé Jules Janin comme une sorte d'invitation lapidaire. Et je me suis dit pourquoi pas, puisque dans le fond, je n'avais jamais vraiment lu Jules Janin ou quelques petites choses par-ci par-là. Donc je me suis plongé dans la lecture de l'œuvre de Janin. Le catalogue général de la BNF mentionne 552 références. C'est véritablement un océan. Alors, j'ai évidemment pas tout lu, mais j'en ai lu suffisamment pour essayer de voir, c'est ce qui m'intéressait, comment le rapport de Janin à la voirie parisienne s'organisait, se structurait, ce qu'il pouvait signifier aussi par rapport à cette immense entreprise qu'il avait introduite, c'est-à-dire ces Français peints par eux-mêmes. Alors Jules Janin, c'est l'ermite de Passy, hein, c'est le surnom qu'on lui a donné, Passy où il vivait dans un chalet, où le retenaient souvent des crises de gouttes qui le clouaient dans son fauteuil. Néanmoins, il a été l'ardent défenseur d'une des grandes entreprises éditoriales donc du Paris romantique, c'est les Français peints par eux-mêmes, que Ségolène Lemaine connaît très bien, totalisant 8 volumes, publiés de 1840 à 1842, dont 5 sont consacrés à Paris, et 3 sont dédiés à la province et aux colonies. Alors l'éditeur des Français peints par eux-mêmes, c'est Léon Kurmer, qui avait demandé à Janin de rédiger cette introduction générale de cet ensemble, dont le sous-titre, dès le 4e volume, en 1841, est donné « Encyclopédie morale du XIXe siècle ». Et il lui avait également passé commande de quelques monographies, dont il est difficile, évidemment, de ne pas remarquer qu'elles comptent parmi les plus emblématiques de cette enquête sociale. Monographie de la Grisette, dans le volume 1, du Gamin de Paris, dans le volume 2, et du Journaliste, dans le volume 3. Si l'on met en perspective ces 3 monographies, dont la 3e a évidemment une valeur réflexive pour Janin, l'Indiste au Journal des débats, si on met ces textes en perspective avec l'introduction générale des Français peints par eux-mêmes, on réunit, me semble-t-il, les conditions favorables à une première entrée dans la poétique urbaine de Janin sous la monarchie de Juillet. Mais ces quelques textes, évidemment, ne constituent qu'une part tout à fait infime de l'œuvre de Janin, où abondent des contes, des récits, des préfaces, des nouvelles, des petits romans, des recueils d'articles antérieurs, contemporains ou postérieurs aux Français peints par eux-mêmes. Et de cet océan de papier, où la reprise, la réédition, la redite ne sont pas rares, j'ai extrait des textes qui contribuent à éclairer directement ou indirectement, en les précédant ou en les prolongeant, les contributions de Janin aux Français peints par eux-mêmes. Dans l'ouvrage qui s'intitule « L'Élysée Bourbon », de 1832, dans les 6 volumes des Catacombes de 1839, dans Chemin de traverse de 1841 et le diptyque édité par Kurmer, Un hiver à Paris de 1843 et L'été à Paris de 1844, on dispose de données permettant d'analyser, me semble-t-il, la poétique de la voirie parisienne de Janin,
à la flexion des décennies 1830 et 1840, dont je voudrais montrer aujourd'hui qu'elle emprunte à un imaginaire de l'image, c'est-à-dire à une économie de l'observation et de la représentation, où agissent en filigrane les vertus du croquis, de la caricature, du portrait, du daguerréotype et du panorama, à l'intersection desquels Janin déploie le regard qu'il porte sur Paris, sur ses habitants et sur leurs mœurs. Alors, quoi qu'on l'identifie souvent à la monarchie de Juillet, durant laquelle il a produit une part très importante de son œuvre, Janin est surtout attaché à la Restauration, qui aura longtemps sa prédilection. Il s'agit, selon lui, de l'époque où, dit-il, le beau monde parisien voulait échapper aux violentes émotions de l'Empire, lassé de gloire et de victoire, de lauriers et de guerriers. Et ceci en renouant avec le charme du XVIIIe siècle, dont il n'a cessé de vouloir ressusciter l'esprit persifleur, les salons brillants, les élégances vestimentaires, l'énergie frivole, la peinture de Lantara, l'encyclopédie de Diderot, etc. Tout ceci constitue chez Janin le tableau mouvementé, dit-il, d'un siècle bizarre. Donc le XVIIIe siècle comme siècle bizarre, qu'il a appelé dans l'un de ses livres « La fin d'un monde ». La fin d'un monde où, évidemment, la Révolution française cristallise sa détestation. Je cite Janin. « Il m'est impossible d'accorder mes sympathies, il parle de la Révolution, des révolutions, il m'est impossible d'accorder mes sympathies à ces fièvres lentes, à ces fièvres cachées, à ce malaise universel qui n'est pas la paix, qui n'est pas la guerre. Je suis avant tout l'homme des époques sérieusement tranquilles, profondément apaisé, où l'on peut s'occuper à loisir des brillantes exigences de l'esprit quand il produit ses œuvres les plus délicates. Je hais de toutes les forces de mon instinct le drame brutal de la violence, du désordre et des multitudes déchaînées. À quoi nous mènent ces changements qui déshonorent l'histoire? Ils hébètent un grand peuple, ils le troublent, ils le dégradent, ils le perdent, ils l'arrachent aux choses qu'il aime le plus, à la poésie, à la philosophie, aux beaux-arts, à toutes les grandeurs de l'intelligence. » À cela, Janin ajoute une déclaration qui, au-delà du goût de la formule et de la provocation, en dit long sur son système de valeurs, où l'art l'emporte sur la politique, auquel elle paraît comme inféodée. « Je sais bien ce qu'on va dire, écrit-il, le despotisme. Ah oui, le despotisme. Eh bien, je m'accommoderais volontiers, je le jure, d'un tyran comme Louis XIV, entouré des plus rares chefs-d'œuvre qui aient honoré la langue française et l'esprit humain. » Donc, face à ce monde perdu qu'incarne l'Ancien Régime, et alors que le XIXe siècle lui paraît destiné à ne subir qu'une série de secousses, dit-il, ou de répliques révolutionnaires trop brèves pour accomplir, selon lui, une œuvre quelconque, eh bien, Janin élabore son œuvre comme une sorte de mémorial, alors que, décrète-t-il, l'oubli c'est la règle et le souvenir c'est l'exception. Dans l'Élysée Bourbon de 1832, Janin met en scène un planteur américain, George Brown, débarquant à Paris pour voir par lui-même ce qu'avait produit la Révolution de Juillet, dont on disait, outre-Atlantique, un bien immense. Un bien immense que l'on vante donc en Amérique, où l'on avait placé cette révolution, précise Janin, sur un piédestal de marbre et d'or, comme le complément de toutes les recherches des philosophes et des légistes, et il précise, depuis Platon. Mais le voyageur américain que rencontre Janin arrive à Paris au moment d'un épisode qu'on a évoqué ce matin, c'est l'épidémie de choléra de 1832, qui donne à Janin l'occasion de faire le portrait d'une ville moribonde. Une ville moribonde où se confondent l'œuvre mortifère de la maladie et l'ombre stérile, selon lui, de la Révolution de 1830. Tout le roman, qui est l'évocation d'une déambulation de cet Américain et du narrateur dans les rues et les principaux édifices de Paris, se double en fait d'une initiation au désenchantement de la Révolution de l'Américain par le Parisien. Moi, je suis un pauvre artiste que notre Révolution de Juillet a jeté dans le découragement. Je vis sans but et sans plan, au jour le jour, regrettant mes émotions perdues, regrettant le passé, regrettant mon avenir.
Le présent me fait peur. C'est ce que confie donc ce Parisien à son hôte. Ce découragement et ce désenchantement sont nourris de ce que Janin définit comme Paris tel qu'il est aujourd'hui, si changé, si méconnaissable, un Paris qu'il confie ne montrer qu'à regret à un étranger. Après une révolution dont on comprend que Janin considère qu'elle n'a existé qu'en petitesse et en médiocrité, qui s'est contentée de faner, de souiller, de mettre en lambeaux, dit Janin, la grandeur des Bourbons, avec la méchanceté d'un enfant, et sans même l'ambition, c'est curieux de le faire ce reproche, sans même l'ambition du vandalisme révolutionnaire, la monarchie de Juillet aurait, selon Janin, éteint Paris, Paris qui, dit-il, semble languissant et assoupi, on le croirait à moitié mort. C'est donc une poétique de la déception que met en abîme Janin dans ce récit qui suit la Révolution de 1830 et l'instauration de la monarchie de Juillet, une poétique fondée sur la sensibilité à ce qui n'est plus et dont la démonstration est faite selon une modalité panoramique depuis le Pont-Neuf ou depuis le Pont des Arts, comme lorsqu'on arrive sur la plateforme d'un panorama, écrit Janin, et il explique à son hôte américain « Nous ne retrouvons plus ni la physionomie mobile et agitée des quais et des ponts, ni le tableau changeant des rues, des boulevards, des places publiques. Vous voulez voir Paris en détail, le connaître à fond, l'apprendre par cœur, vous n'y parviendrez pas. Il y a 2 ans, je ne dis pas, je pouvais encore me charger d'initier un étranger à toute cette vie tumultueuse, si en dehors, si expansive en apparence, et pourtant si insaisissable, si inintelligible pour quiconque n'est pas dans le secret. » Donc la bascule pour Janin, c'est évidemment la Révolution de 1830, et après cette révolution, la ville et son peuple seraient, d'après lui, devenus gris, uniformes, dénués d'intérêt, dépourvus même de curiosité, au point que, précise-t-il, toute la poésie du badaud est perdue sans retour. Et la condamnation de Janin est vraiment sans appel. Je cite, « Paris ne vit plus, n'a plus de mouvement fixe et réglé. Il s'agite par secousses. Il a quelquefois des convulsions, des attaques subites. Au lieu d'un corps bien vif, bien sain, bien dispos, on en a fait un corps de malade nerveux, chatouilleux, se levant, se dressant sur son lit à la moindre émotion, à la plus légère contrariété. Ne regardez pas ce peuple. Voyez-vous, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas notre peuple insouciant et flâneur dont vous avez pu entendre parler. D'abord, il relève de maladies. Vous voyez, il est pâle et défait. Il est en convalescence d'un fléau qui s'est attaché presque à lui seul, mais en bonne santé, même en bonne santé, nous ne le reconnaissons pas. C'est un peuple malheureux parce que son existence, sa condition s'est trouvée changée. Alors on le voit, les propos de Janin s'appliquent à confondre rigoureusement les effets du choléra et ceux de la Révolution, sur laquelle s'est fondée la monarchie de Juillet, moitié révolution et tout ennui, dit-il un peu perfidement, la monarchie de Juillet avec son idéologie bourgeoise du juste milieu, où les contrastes ont disparu, où l'aristocratie et la roture s'imitent désormais, où la fortune et la misère n'ont plus vraiment de sens, où l'égalité, dans l'esprit de Janin, a tué le pittoresque et dont l'omnibus, ayant supplanté la calèche, serait en quelque sorte l'emblème. Dans ce Paris de Louis-Philippe, qui ne serait plus qu'une ombre informe, une ombre décolorée du Paris du XVIIIe siècle, Janin regrette que tout est sombré dans l'uniformité, qu'il pose comme l'équivalent visuel de l'idéologie égalitariste dans lesquelles se seraient dissous les couleurs, les distinctions et ce qu'il appelle les contrastes curieux entre l'équipage de grands seigneurs et le tombereau de maraîchers, et il ajoute entre la boue et l'aristocratie. Pour autant, si la critique par Janin du Paris Louis-Philippard est fondée sur une nostalgie du siècle précédent, c'est pour mieux instruire de sa part le procès d'un pittoresque parisien médiéval dont Victor Hugo, on le sait, a imposé la vision gothique et la poétique romantique avec Notre-Dame de Paris en 1831 par la force d'une sorte de matrice esthétique. Dans l'été à Paris,
de 1844, où le narrateur est présenté une fois encore comme un voyageur sans prétention et comme un Américain, Janin réfute le Paris de M. Hugo, le Paris des fanges, des ténèbres, du pilori, de la cour des miracles, le Paris des bohémiens, des voleurs et des fourches patibulaires, où la ville, au fond, n'est qu'un cloaque labyrinthique, inextricable, asphyxiant, et il ironise. Je cite, « Vive donc la ville gothique, noire, obscure, crottée, fiévreuse, la ville de ténèbres, de désordre, de violence, de misère et de sang. » À cette ville du Moyen-Âge, qu'ont voulu rétablir donc Hugo et les architectes que Janin dénonce à sa suite, eh bien, et dont il conteste le pittoresque misérabiliste de la ruine, du haillon, du grouillement informe, Janin oppose, au risque du ridicule dont il s'avoue conscient d'ailleurs, le réalisme de l'enfant qui vous dit bonjour, le réalisme du chien qui vous caresse, de la jeune servante proprement vêtue, du valet empressé, du seuil de la porte bien nette et bien gardée, de la rue tranquille, de la vie heureuse, le réalisme du bourgeois qui paie l'impôt. C'est terrible. Hein. La poétique parisienne de Janin emprunte à l'admiration du critique pour l'œuvre de l'hygiéniste Parent du Châtelet, auquel Janin rend un hommage très appuyé dans un texte de 1836 repris dans les Catacombes, l'un des volumes de 1839, où il salue sa volonté de nettoyer Paris de tous ses cloaques, qu'ils soient physiques ou métaphoriques, c'est-à-dire les égouts, ce qu'il appelle les eaux maladives des rivières mortes comme la Bièvre ou de la Seine, les charniers, les fosses d'aisance et autres cloaques, les lieux de prostitution. Contre Hugo, dans l'un des chapitres de L'été à Paris, Janin développe une poétique de la ville empruntée au XVIIIe siècle, empruntée aux Lumières, et plus particulièrement à ce dont nous avons parlé ce matin, c'est-à-dire au récit de Mercier, intitulé L'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, de 1771. Or, ce que Janin perçoit dans ce roman d'anticipation, c'est que le rêve de Mercier, dit-il, cette fantaisie fabuleuse et qui passait à coup sûr de son temps pour le rêve d'un fou, ce rêve s'est accompli, non pas comme il l'espérait, à peine dans l'espace de 672 ans, mais en moins de 60 années tout au plus. Donc que cette uchronie de Mercier trouve son issue dans la modernité du Paris des années 1830-1840 permet à Janin de légitimer sa propre poétique de la voirie parisienne, où l'air et la lumière évoqués par Mercier sont devenus pour partie réalité et permettent à Janin de convoquer des figures populaires, très diverses, de toutes les conditions, précise Janin, qui prend son modèle dans les Mille et une nuits, dont il propose en quelque sorte une lecture, puisqu'il dit « Si vous y rencontrez des rois et des princes, le grand rôle est joué par le menu peuple ». Alors, dans ce jeu de perspective, Janin ne cache pas son goût pour les textes brefs, et plus particulièrement pour les contes fantastiques, qu'il définit en préambule à un recueil de 1832, où il se démarque d'emblée d'Hoffmann. Je cite, « La poésie fantastique aime les joies et les libertés du cabaret et recherche de préférence tous les plaisirs à bon marché. À côté de la grande poésie, la petite poésie n'est pas sans charme. Après le poème épique, plaisir des dieux, le conte est une volupté à la portée des simples mortels. » Alors de la sorte, Janin définit sa modernité de poète d'aujourd'hui, comme il se qualifie lui-même, dans une observation attentive à des types sociaux qui composent la foule et dans leur restitution au lecteur par un effet de miroir. Et Janin conclut, en un mot, nous sommes tombés du poème au conte et du conte au réalisme, et il souligne le mot réalisme, à savoir le conte sans poésie. La poétique réaliste de Janin trouve aussi sa source dans la figure de l'antiquaire, et il en emprunte le modèle de conduite, non pas tant au chiffonnier dont nous avons parlé ce matin, et non pas tant au chiffonnier baudelairien, dont Baudelaire fait donc l'un des héros de la modernité, mais ou à l'antiquaire de Paris, qui est une autre catégorie, qui lui semble trop soumise à la mode qu'il dénonce comme celle des colifichets, des vanités et des caprices, mais plutôt
au vrai antiquaire, celui qu'il appelle le vrai antiquaire, et dont l'archétype est Alexandre Lenoir, dont nous avons dit quelques mots ce matin également, le fondateur donc, du Musée des Monuments français, œuvrant pendant la flambée de vandalisme révolutionnaire. Si Janin loue l'œuvre de sauvegarde de Lenoir, ce n'est pas seulement parce qu'il honnit le vandalisme, mais parce que son action a consisté à errer dans la ville profanée pour la scruter et pour y glaner des fragments, parfois infimes. Mais c'est aussi à Alexandre du Sommerard qu'en l'espèce va l'admiration de Janin, dont la quête minutieuse et passionnée de ce que Janin appelle des lambeaux, des débris, des reliques, dans laquelle il a englouti une part importante de sa fortune, lui a permis de composer, écrit Janin, tout à la fois un poème et une histoire. Un poème, précise-t-il, tout rempli de fictions ingénieuses, une histoire tout en preuves palpables, entre le noble musée, l'admirable pêle-mêle, nouveau le pêle-mêle, et l'immense entassement de toutes choses dont il savait la valeur pour l'avenir. Car c'est là l'ambition, en fait, selon Janin, du vrai antiquaire, non pas tellement de collectionner, mais que d'écrire une histoire qui ne soit pas celle des batailles, mais celle de l'heure précédant ou suivant l'action, décrivant minutieusement comment le soldat était vêtu, quelle cuirasse portait le capitaine et comment était tissée l'écharpe de la belle dame, agitée par elle au sommet de la tour, c'est-à-dire une histoire dont on pourrait préciser qu'elle est très proche finalement de la vision totalisante qu'a recherché aussi Michelet. Et cette histoire, selon Janin, eh bien cette histoire, elle a été accomplie en quelque sorte, matérialisée par l'antiquaire, le vrai antiquaire Sommerard, par la manière dont il a collectionné toutes sortes d'objets et de fragments. Et c'est de cette démarche-là que Janin s'inspire pour construire sa propre démarche de poète de la rue parisienne. Cette ambition du vrai antiquaire qu'il prête à Sommerard et qu'emprunte donc Janin à son tour, elle conditionne son regard sur la voirie et sur la rue parisienne. Face à Paris, dont il refuse que cette ville soit ce qu'il appelle un tricot inextricable, à nouveau une attaque au Paris médiéval d'Hugo, Janin entend être un omnivoyant qui regarde la ville en même temps, de près et de loin, en haut et en bas, à vol d'oiseau, dit-il aussi, et, comme Parent du Châtelet, jusque dans ses moindres recoins. Et évidemment, quand on pense aux recoins, on pense aux plis des villes qu'a évoqué Baudelaire. Ainsi, Janin voit-il simultanément les palais et les rues, les clochers et les pavés, les pairs de France et les gamins, les grisettes et les salonnières. Ces modalités scopiques lui permettent de restituer à Paris l'apparence d'une ville bigarrée, mobile, celle-là même que 1830 et la monarchie de Juillet auraient éteinte, en réévaluant la place des individus dans les hiérarchies sociales que Janin déplace de bas en haut par la vertu donc de l'attention qu'il leur porte. La poétique urbaine de Janin conjugue en fait les qualités du flâneur, du journaliste historien et du naturaliste. Le flâneur et la flânerie sont évidemment récurrents sous sa plume. Il leur consacre un chapitre d'un hiver à Paris, car Paris, dit-il, est un vaste théâtre de flânerie, puisque la ville lui semble être disposée, coupée, arrangée tout exprès pour la flânerie, et car en vérité, on ne flâne qu'à Paris, pose-t-il, et parce que la flânerie est une passion toute parisienne. En se faisant flâneur à son tour, ce qu'il revendique d'autant mieux qu'il est conscient que le flâneur ne s'avoue pas à lui-même qu'il est un flâneur, donc ça laisse évidemment une grande liberté, Janin n'aspire donc qu'à essayer de saisir cette image changeante et mobile du monde parisien qui l'intéresse. Et selon lui, la vertu principale du flâneur, qui donc aurait élu non pas domicile dans la foule comme chez Baudelaire, mais dans le passage des panoramas, la vertu principale du flâneur est d'être partout et nulle part. Ce qui lui permet d'être évidemment aussi étonné que pu l'être Adam
notre premier père, dit-il, lorsqu'il s'éveilla au milieu de toutes les œuvres de la création. À la manière de l'artiste moderne que Baudelaire a défini en prince des observateurs, le flâneur de Janin s'immerge donc dans la ville, et de la sorte, le flâneur et le journaliste peuvent ne faire qu'un, puisque, par ailleurs, toujours dans Les Français peints par eux-mêmes, Janin définit le journal comme l'âme des peuples, qui résume les passions du moment, l'enthousiasme de la foule, de ses colères, et qui est le journal comme l'écho vivant et fasciné de toutes les grandeurs et de toutes les bassesses de l'histoire. L'autre figure à laquelle Janin se réfère, c'est celle du naturaliste. Janin veut être, en tant que flâneur, en tant que journaliste, un historien et un naturaliste de son temps. Dans sa longue préface au traité de Boitard sur le Jardin des plantes, paru en 1851, Janin se rêve en naturaliste des Lumières, se consacrant à l'étude de Paris comme Buffon, Daubenton, Cuvier, Saint-Hilaire, etc., avait interrogé, classifié, analysé l'histoire naturelle. Et même s'il se demande si sa démarche n'est pas totalement infondée et immodeste, il s'y autorise parce qu'il a la possibilité, une fois encore, d'être un flâneur dans la ville, comme on peut être un flâneur au Jardin des Plantes, avec une curiosité mobilisée en permanence pour toute chose, et parce qu'il veut appliquer la méthode de Buffon, Buffon dont il dit « Cet homme voyait de très haut toutes choses, il aimait les collections, il est vrai, mais il les aimait pour s'en servir en grand historien. » Donc de cette manière-là, la boucle est bouclée, en quelque sorte. Et face au spectacle de la voirie parisienne, Janin est un naturaliste historien qui cherche à percer les mystères, comme le flâneur qui, mobilisant ses sens, arrive à voir et à deviner tout un tas de petites choses, de petits mystères qui seraient inaperçus par d'autres, mais que lui-même va pouvoir identifier et éclairer. D'autant que si le fond de l'humanité est identique, Janin le souligne, la mode ne cesse de changer. Et Janin est à cet égard très fasciné par les vêtements, leur texture, leur couleur, par celles qui les portent, celles qui les font, comme la modiste. Et si Janin n'a pas beaucoup le goût de l'architecture parisienne, il trouve que les Français ne sont pas un peuple d'architectes, eh bien, c'est parce qu'il lui semble que l'architecture est en fond, l'architecture du XIXe siècle, une sorte de coquille morte à laquelle il préfère l'observation de la variété infinie de ce qui anime l'architecture, de ceux qui l'occupent, qui y vivent et qui sont contenus par cette architecture et dont les petits métiers sont en quelque sorte l'emblème, petits métiers auxquels il a consacré une monographie reprise dans les Catacombes. Le petit métier pour Janin, c'est-à-dire le métier sans boutique, sans patente, en plein air, à pied, les mains dans les poches, la hotte sur le dos, dit-il, le petit métier, c'est une industrie caractéristique de ce qu'il appelle déjà le Grand Paris. Cette industrie qu'il qualifie d'égouts et de carrefours, de mansardes et de ruisseaux, de chiffons, de vieux clous, de verres cassés, cette industrie, elle est propre à la grande ville et elle appartient à ce qu'il qualifie d'un pari de second ordre. Un pari de second ordre où elle peut accomplir des fortunes, faisant vivre des familles entières, constituant des dots, rappelle-t-il, garantissant des testaments et donnant, dit-il, souvent un tombeau au Père-Lachaise. C'est pourquoi Janin fait défiler des petits métiers qui, pour certains, ne figurent même pas dans les monographies des Français peints par eux-mêmes, mais qui révèlent une société, disons, des infrachiffonniers, qu'il observe d'ailleurs avec la même curiosité que le gamin ou la grisette. Alors, quels sont ces petits métiers? C'est la laitière, les caillères, le ravaudeur de guenilles, le tondeur de caniches, la vendeuse d'allumettes, le décrotteur de chaussures, la portière de voiture, par exemple. Alors, il ne s'agit pas, dans le système de valeurs de Janin, de métiers inférieurs ou d'activités marginales, puisque, par exemple, le regratteur, qui, des interstices des pavés et des pierres, tire des clous, des morceaux de ferraille provenant des sabots des chevaux ou des roues des charrettes,
qu'il va ensuite revendre. Le regratteur, selon Janin, c'est celui qui lave la boue de la ville, comme d'autres esclaves lavent le sable d'or du Mexique. Donc il y a une vraie richesse et ça n'est pas un métier déconsidéré. Les petits métiers, selon lui, composent la petite industrie parisienne qui ne serait faite que pour le Parisien, puisque le Parisien est le seul, selon Janin, qui sache apprécier à leur juste valeur tous ces petits marchands, puisque précisément le Parisien est un flâneur et c'est donc une sorte de Diogène, dit-il, qui s'est lavé les mains avec de la pâte d'amande. Je trouve que la formule est assez belle. Ces petits métiers, décrétés typiquement parisiens par Janin, où domine le chiffonnier, sont capitaux dans sa poétique de la voirie, car ils donnent les clés nécessaires à l'approche et à la compréhension des caractères de l'époque. Et en cela, ils changent de titre, dit Janin, pour devenir de grands métiers, c'est-à-dire en abolissant précisément ce que Janin déteste, le juste milieu. Dans cette économie symbolique du regard, le petit métier est donc une sorte de paroxysme du type. Dans l'introduction générale des Français peints par eux-mêmes, Janin notait ceci: plus la société française s'est trouvée divisée, et plus l'étude des mœurs est devenue difficile. Ce grand royaume a été tranché en autant de petites républiques dont chacune a ses lois, ses usages, ses jargons, ses héros, ses opinions, ses ambitions, ses défauts et ses amours. Il est donc nécessaire que cette longue tâche de l'étude des mœurs se divise et se subdivise à l'infini. Et cette subdivision à l'infini, c'est évidemment ce qui a nourri et les monographies et leurs illustrations des Français peints par eux-mêmes. Pour obtenir cette infinité de subdivisions, les écrivains auxquels Janin s'identifie ont recours au type dont il salue la nouveauté et qu'il s'emploie aussi à définir en ouverture de sa monographie du flâneur. Qui dit type dit un caractère complet, un homme modèle, une chose curieuse. Paris est tout rempli de types, ou plutôt d'esprits singuliers, de caractères originaux, avec lesquels on ferait un beau livre. L'ambition est donc celle de percer les mystères de la foule, d'éluder son uniformité, de réenchanter la modernité de 1830, que dans l'Élysée Bourbon, en 1932, Janin définit pour être sans littérature, sans livre, sans peinture, sans musée, sans poète, sans musicien, sans artiste, sans gloire, sans grandeur, sans délassement, sans plaisir. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, hein. À part Janin et sa proposition. Le langage des types permet donc non seulement de revivifier ce qui a péri dans le contre-coup de la Révolution et qui aurait provoqué une forme d'indifférence aux questions d'art, mais aussi de mettre fin à ce que Janin appelle le tohu-bohu du présent. Tohu-bohu. Quand la Bible a voulu peindre le chaos, elle n'a pas trouvé d'autres mots plus significatifs et plus vrais. Tous les éléments étaient confondus. La terre était tohu-bohu. Gardons le mot de la Bible, la société est tohu-bohu. Donc, contre le tohu-bohu de l'époque, la poétique de la voirie de Janin doit permettre de voir clair, de discerner, de comprendre la modernité. C'est pourquoi il compare les Français peints par eux-mêmes et leur abondant corpus de notices et de gravures à la lanterne magique. Lanterne magique où, dit-il, nous nous passons en revue les uns les autres, où rien ne sera oublié, pas même d'allumer la lanterne. En un mot, rien ne manquera à cette œuvre complète qui a pour objet l'étude des mœurs contemporaines. Ce recours de Janin à l'une des inventions scopiques majeures du XIXe siècle, dont le principe est celui donc, de la représentation par projection et par agrandissement, ne doit pas occulter le goût de l'écrivain pour un dernier objet sur lequel je voudrais conclure, le daguerréotype, auquel il a consacré un long article repris dans les Catacombes en 1839, et intérêt de Janin pour l'art du croquis de Gavarni, dont il a préfacé l'édition d'un album intitulé D'après nature en 1867. Janin refuse de réduire ce qu'il appelle encore le daguerréotype, avec un seul R et un accent circonflexe, un accent aigu sur le E. Il refuse de réduire le daguerréotype à une grossière invention mécanique qui reproduit tout au plus des masses sans ombre, sans détail, sans autre résultat qu'un bénéfice de quelques heures d'un travail manuel. Et il veut au contraire y voir l'expression délicate, fine, complète d'une reproduction des
des œuvres de Dieu, dit-il, et des ouvrages des hommes. Donc si Janin est fasciné par ce procédé proto-photographique, c'est parce qu'il lui paraît d'une incroyable fidélité à la lumière et d'une grande précision, parce qu'il lui semble qu'il est un miroir qui, dit-il, garde toutes les empreintes. Un miroir aussi puissant à enregistrer le réel et à en révéler la féerie qu'un microscope solaire, autre instrument optique qu'il convoque, et qu'il convoque parce qu'il lui semble que ce microscope solaire donne à voir l'aile d'une mouche dans ces dimensions incommensurables qu'on dirait empruntées aux contes de fées. Donc Gavarni est doté, de son côté, de telles aptitudes, paradoxalement, les mêmes aptitudes que le microscope solaire et le daguerréotype, dans sa manière d'observer, dans sa manière de traduire les mœurs de son temps. C'est en tout cas de cette manière-là que Janin perçoit ses dessins, ses gravures, et il voit en lui un flâneur armé d'un crayon qui lui sert à fixer, avec mordant, avec netteté, ce qu'il appelle les mœurs, tics, travers, caractères, débris et fragments de l'époque. À nouveau, le retour du débris. Et tout ceci étant constitutif donc des types contemporains formant dans leur variété la modernité parisienne dont Janin est le scrutateur et l'historien, désireux de s'extraire de l'idéologie du juste milieu, pour lui substituer le spectacle d'une quotidienneté dépaysante qu'il invite à explorer à la manière du grand voyageur naturaliste du siècle des Lumières, qui, et je finirai sur ces mots de Janin, qui n'obéit qu'à lui-même, qui ne s'inquiète guère de rechercher et de suivre les traces de ses devanciers. Il agit avec le monde qui passe sous ses yeux, tout comme s'il était le premier arrivé dans cet univers dont il se fait le juge suprême et sans appel. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette situation de Jules Janin dans cette configuration de la voirie parisienne. Évidemment, on a un Jules Janin dans ces années 1830 qui écrit beaucoup de textes auxquels j'avais été très sensible dans le cours. Et puis, on ne peut pas oublier qu'après cela, il va devenir la bête noire de Baudelaire, de Champfleury, au moment du hibou philosophe. Et ce Jules Janin parce que Baudelaire a toujours apprécié l'âne mort et la femme guillotinée. C'est toujours resté l'objet de son admiration. Et c'est un livre où on trouve tous les rudiments de la grande image du chiffonnier. Donc, moi, il me semble que Janin a été étonnamment précurseur dans la mise au point de la légende du chiffonnier du XIXe siècle, beaucoup plus sensible que d'autres. Je retrouvais, tandis que vous parliez, ce qu'il dit dans les petits métiers dans le livre Paris ou le livre des 101, qui est un des premiers, de ses premiers tableaux de Paris. Dans les petits métiers, le chiffonnier est au moins le premier. De façon dont, avec lui, tous les autres sont éliminés, n'ont plus leur place, même s'ils parlent de la marchande d'allumettes ou du ravageur ou du vidangeur, le chiffonnier est devenu le roi des petits métiers. Ça, c'est très tôt. Le plus grand des industriels en petit. Absolument. Plus grand des industriels en petit, un être à port grave, solennel, muet, qui dort le jour, qui vit la nuit, qui travaille, qui spécule la nuit. Et puis alors, il y a cette dimension métaphysique du personnage. Le chiffonnier est inexorable comme le destin. Et cet adjectif, cette épithète inexorable, reviendra très souvent pour caractériser l'œuvre du chiffonnier. Il représente le destin, il est la forme moderne du destin. Il attend, mais quand le jour du croc est venu, rien ne peut retenir son bras. Tout un monde a passé dans sa hotte, les lois de l'Empire, toute l'histoire a été
dans cette hotte immense qu'où rejoindre les décrets républicains. Tous nos poèmes épiques depuis Voltaire y ont passé. Tout le journal depuis 30 ans s'est englouti dans cette hotte. Après avoir dévoré tout ce qui était remis debout, la hotte du chiffonnier, c'est la grande voirie, Montfaucon, hein, c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices du corps social. Sous ce rapport, le chiffonnier est un être à part qui mérite son histoire à part. Le chiffonnier est bien mieux qu'un industriel. Le chiffonnier est un magistrat qui juge sans appel, qui est tout à la fois le juge, l'instrument et le bourreau. Je crois que c'est la fin de cet article sur le chiffonnier du livre des Sauriens. Et on a toute cette dimension qui est quand même l'un des premiers à exprimer ce chiffonnier comme l'ange du jugement dernier, hein, dans l'époque moderne. Donc, et puis, bon, ça c'est des textes que Baudelaire a connu et apprécié. Sûr, oui. Et apprécié cette dimension du chiffonnier. Puis ensuite le Jules Janin qui devient notable et qui... Oui, on évoquait en déjeunant, on évoquait l'histoire de la couronne du chiffonnier de Paris en février 1848, hein, lorsque Frédéric Lemaître trouve la couronne de Louis-Philippe en vidant sa hotte dans sa mansarde, et Jules Janin écrit un article scandalisé par ce sacrilège. C'est un sacrilège que de mettre la couronne à il y a la bascule chez Janin, c'est-à-dire le moment où, évidemment, Louis-Philippe lui remet la Légion d'honneur, et là, on sent que Janin se notabilise, oui, et qu'il devient plus favorable à la monarchie de Juillet qu'il ne l'était dans la première partie, en tout cas au début du règne de Louis-Philippe. Qui n'empêche qu'il est l'une des figures qui, me semble-t-il, dès ce début des années 30, a le mieux posé ce qui constituera la légende dans cette époque. Et il pense en plus le chiffonnier dans un système, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire dans un système économique, avec toute une périphérie d'acteurs auxquels on ne pense pas vraiment, qui ne sont pas tout à fait des chiffonniers, mais qui sont des tout petits métiers, qui s'en approchent ou qui sont corrélés. Et ça, il est peut-être l'un des rares à avoir vu avec ce degré de précision cette diversité. Mais il les éclipse. Mais il les éclipse. Comme il est le premier, il est le roi. Qui veut poser une question? Karl-Heinz?